Le journalisme est en crise aujourd'hui. La défiance, voire la haine du public à l'égard des journalistes est un phénomène commun à toutes les grandes démocraties libérales ces dernières années. En France, plus d'un Français sur deux estime qu'il faut se méfier de ce que disent les médias. Alors d'où vient cette défiance? Les médias sont-ils trop orientés? Au contraire, manquent-ils de pluralisme? Sont-ils indispensables à la démocratie? Et si oui, comment les protéger? À l'heure où les réseaux sociaux deviennent une source d'information majeure, ceux-ci vont-ils tuer le journalisme à l'ancienne? Les grandes multinationales du numérique vont-elles les remplacer? Voilà les questions que je voudrais poser ce soir dans le Club Le Figaro ID autour de cette crise de l'information, autour de mes trois invités. Bonsoir à tous les trois, merci d'avoir accepté cette invitation. Dominique Régnier, vous êtes directeur de la Fondapol. Vous avez beaucoup réfléchi sur la question de la relation entre la crise médiatique et la crise démocratique dans nos démocraties libérales. Bruno Patino, vous êtes directeur d'Arte et également essayiste. Vous avez beaucoup réfléchi à la question de l'information. Vous avez publié notamment ce livre que je recommande à nos téléspectateurs, Submersion. Il y a quelques mois, où vous réfléchissez sur la manière dont, justement, ces grandes multinationales du numérique nous submergent de données et d'informations et comment s'extraire, justement, de cette submersion. Alexis Brézé, vous êtes le directeur des rédactions du Figaro. Vous connaissez, vous aussi, très bien les enjeux qui se posent à la presse aujourd'hui. Merci d'être là. Alors, je voudrais qu'on commence par une question plutôt polémique et d'actualité, même si on ouvrira ensuite sur des débats peut-être plus structurelle à la crise de l'information. Cette question, c'est la question du pluralisme médiatique, puisque vous savez qu'il y a quelques semaines, une décision du Conseil d'État qui a fait polémique, puisqu'elle enjoignait l'Arcom à mieux contrôler une chaîne d'information, CNews, notamment en imposant le décomptage du pluralisme de ses chroniqueurs. Alors cette décision a fait beaucoup couler d'encre sur... Est-ce que c'est une menace sur la liberté d'expression? Est-ce que c'est au contraire une façon de mieux protéger l'information? Je voulais vous demander, vous, Dominique Régnier, qui avez réfléchi à cette question du pluralisme médiatique, qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision et plus largement, qu'est-ce qu'elle révèle de l'état d'esprit qui règne sur la question de la crise d'information? Bon, moi, j'ai été très surpris par cette décision. De certaine manière, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas son opérationnalisation. Je ne vois pas comment la chose est possible sans que ce soit un désastre ou une aberration. Le pluralisme, c'est une affaire de liberté. Sans le pluralisme, la liberté n'a pas d'intérêt, n'arrive pas à ses finalités. Je pense que nous serions d'accord pour le dire. Et le pluralisme est le résultat d'une liberté partagée, où à l'intérieur d'un média, entre les médias, entre les différents types de médias, se produit une diversité de points de vue qui permettent aux citoyens, aux téléspectateurs, auditeurs, internautes, etc., d'accéder à des opinions différentes, des informations complémentaires, et de se fabriquer, au fond, son propre point de vue. Dans des mécanismes, on ne va pas s'arrêter là-dessus, mais dans des mécanismes de production de sa propre opinion, que nous vivons tous, qui sont extrêmement complexes, et qui, en général, quand on les ausculte de très près, laissent assez peu de place à la persuasion pour ceux qui s'y emploient. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est par rapport à... Je ne veux pas être... Enfin, vous m'arrêterez si je vais au-delà de votre question, mais ce qui m'a frappé, c'est un sentiment de retour en arrière, mais colossal. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur notre histoire de l'espace public. Et d'ailleurs, elle n'est pas propre à la France. Les chronologies sont particulières, mais le mouvement est le même dans le monde démocratique. J'ai eu le sentiment qu'on se projetait avant 1881, rien de moins. C'est-à-dire avant la Grande Loi qui établit une confiance a priori dans les émetteurs d'opinion. Chacun peut dire ce qu'il pense devoir dire. Il y a une grande conséquence à ça qui est très belle et très forte, qui d'ailleurs touche au problème aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est qu'on peut imputer le propos ou l'information à une personne et donc lui demander des comptes si nécessaire, ce qui est absolument
conditionnelle. Mais, a priori, c'est la liberté. Et là, j'ai eu le sentiment qu'on commençait à vouloir sortir de ce régime de liberté a priori en conditionnant la valeur du propos par le respect d'un schéma construit de manière très artificielle par des instances qui ne pourront pas le faire, qui, si elles devaient le faire, finiraient par faire quelque chose, bien sûr, mais qui auraient pour conséquence de nous faire renoncer à tout simplement la pleine liberté d'opinion et d'information. Au fond, on pourrait même imaginer, moi j'ai appelé ça, un peu en improvisant la formule, parce qu'il faudrait voir dans le détail ce que ça va devenir, mais un système de censure par la surveillance et le contingentement. C'est-à-dire que nous aurions des médias et des responsables de médias qui seraient contraints de dire non, on ne va pas prendre celui-là parce qu'apparemment c'est une personne de gauche, parce qu'il est évident que cette décision ne peut pas être recevable si elle ne s'applique qu'à une chaîne de télé. Donc elle doit être universalisée, ça ne serait pas compréhensible autrement. Et donc du coup, on va chercher... voilà, moi je pense qu'on m'étiquetterait comme ceci, peut-être Bruno Patinaud autrement, vous autrement, etc. Et nous serions ensuite assignés à ce profil-là. J'ai même entendu d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça vaut, mais une personne qui était interrogée à ce sujet sur Sud Radio, qui avait participé un peu à ces réflexions de Reporters sans frontières, et qui proposait qu'on enquête sur la vie des individus qui passent à la télé pour savoir si ils n'ont pas... Mais est-ce que bon, ça va très très vite vers au-delà des de cette inacceptables. question du Conseil d'État, est-ce que c'est à l'État c'est à l'État d'imposer le pluralisme médiatique? Est-ce qu'il n'y a pas... On est face à un renversement de jurisprudence. Depuis 1986, la loi de 86, la jurisprudence était le pluralisme à la télévision, on le contrôle à travers le contrôle des temps de parole des responsables politiques. Depuis 1986, indéfiniment, c'était ça la règle et ça fonctionnait plutôt bien. Et là, le Conseil d'État, pas d'ailleurs en Assemblée générale, mais enfin le Conseil d'État, dans sa décision, dit non. Oui, bien sûr, il faut contrôler le temps de parole, l'égalité du temps de parole des politiques, mais le pluralisme, ça n'est pas que ça. C'est aussi autre chose, et l'autre chose, c'est la pluralité des opinions, à travers les opinions des intervenants, qu'ils soient animateurs, chroniqueurs, invités. Donc journalistes, parce que les animateurs sont des journalistes, les chroniqueurs sont souvent des journalistes, et les invités sont là aussi souvent des journalistes. Donc, et comment contrôler, et on en vient à votre question, là, comment contrôler les opinions, comment préjuger de l'opinion de ces intervenants? Ils ne sont pas encartés. Un homme politique, c'est facile de dire le communiste, il est communiste, le socialiste, il est socialiste, le LR, il est LR, etc. Là, un journaliste, un intervenant, un chroniqueur, il faut arriver à, si on veut avoir une idée, même sans parler de chronométrer, mais pour se faire une idée, il faudrait arriver à attribuer à chacun une étiquette. Et donc on en arrive à cette démarche que Dominique Régnier indiquait, qui est assez surréaliste, qui consiste à dire, pour chaque personne qui parlerait, il va falloir s'interroger comment, en fonction de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle aurait pu dire, de ses amis, de ses opinions politiques, philosophiques, religieuses, de quoi... Il va falloir lui attribuer une sorte de coefficient pour la placer sur une échelle politique et à partir de là s'assurer qu'il y a une pluralité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui d'abord d'un point de vue effectif paraît impossible à réaliser, mais surtout sur le plan des principes est quand même extraordinairement compliqué puisque ça consiste à aller dans une sorte d'inquisition, à étiqueter chacun des intervenants et notamment des journalistes, chose qui n'a quand même jamais été faite. Au-delà, et j'en viens à votre question, cette affaire me paraît comme très symptomatique de notre rapport finalement à la liberté d'expression. Parce que quel est le problème qui, en l'espèce, mais ça pourra se poser ensuite pour nous, est imputé à CNews, c'est de dire leur liberté d'expression ne va pas dans le sens que l'on souhaiterait ou qu'on juge suffisamment équilibré. Et puis demain, on pourra dire la même chose, et à juste titre, pour le service public. On pourra dire, France Inter, la liberté d'expression telle qu'il en est fait usage ne va pas dans le sens de la neutralité du service public. Et c'est vrai que la neutralité du service public, c'est encore quelque chose d'un peu différent, qui mériterait quand même d'être pris en compte. Et donc, il y a quand même dans ce pays une sorte de rapport assez singulier à la liberté, où on proclame la liberté, l'idéal de liberté, l'expression libre,
Et puis, on vit dans cette espèce d'obsession du contrôle, de la vérification, de la norme qui va faire qu'a-t-on le droit de dire? Est-ce que ce qui a dit est bien, pas bien? Et avec toujours en dernier ressort l'État qui va être le garant de tout ça. Et là, c'est vrai qu'on sort des principes mêmes qui sont ceux de la loi de 1880, qui sont ceux de la liberté d'expression. Bruno Patino, au-delà effectivement de cette question de cette décision, est-ce qu'en France, on n'a quand même pas un problème avec la liberté médiatique? Quand on pense aux États-Unis, par exemple, il n'y a quasiment aucun contrôle des médias. Je pense, moi, pour que ce soit clair, il ne m'appartient absolument pas de me prononcer sur une décision du Conseil d'État. Et je n'ai aucune idée, mais manifestement mes deux interlocuteurs l'ont, de la façon dont l'ARCOM va mettre en œuvre cette décision du Conseil d'État. Donc moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Juste peut-être un rappel avant de répondre à votre question qui, je pense, est très importante, c'est que là-dessus, quand même, il ne faut pas oublier, les deux notions se cumulent. Celle de liberté d'expression et de pluralisme, vous l'avez vous-même dit, dans notre droit, se sont toujours cumulées. C'est-à-dire, effectivement, la liberté d'expression, elle n'est pas seulement rappelée par la loi de 1881, mais par la Déclaration des droits de l'homme. Donc ça fait partie du bloc de constitutionnalité, la liberté d'expression, elle est là. Le très bel article 1 de la loi de 1881 voit que la presse et l'édition et la librairie, dit-on à l'époque, parce que la technologie à l'époque se limite à ça, sont libres. Et le pluralisme, c'est encore une fois, il ne faut pas oublier, c'est ce qui a été dit par Dominique Régnier d'ailleurs, c'est cette idée d'espace public, je pense qu'on se retrouvera tous là-dessus, dans cette notion d'Habermas, que l'information, ça sert à, entre guillemets, transformer, à permettre au public de devenir citoyen. Donc de pouvoir agir de façon rationnelle sur l'espace public et de faire son choix en pleine liberté sur son choix électoral, son choix sur que penser de tel ou tel sujet. Je ne pense pas qu'on ait un problème avec la liberté en France. Il faut juste rappeler quand même, techniquement parlant, le pluralisme dont on parle. D'abord, il y a deux notions, pardon, on ne va pas rentrer dans le détail, et encore une fois, mais il y a deux notions de pluralisme. Il y a ce qu'on appelle le pluralisme interne et le pluralisme externe. Le pluralisme externe, c'est par exemple celui qui touche la presse, et de dire, il faut faire en sorte que tous les journaux de toutes les opinions possibles, qu'ils soient, entre guillemets, économiquement puissants, économiquement marginaux, représentants de groupes très importants, représentants de groupes tout petits, aient la même chance de toucher le public. Et donc, on n'oublie pas qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les ordonnances du Conseil national de la résistance, la loi qu'on appelle Bichet de 1947, ont permis d'avoir un droit à peu près identique à la fabrication et à la distribution, dont tout le monde a profité. Et encore une fois, et là-dessus, l'État, entre guillemets, a été quand même garant, on peut le reconnaître, je pense depuis 1945, de ce mécanisme-là, du fait que toutes les opinions pouvaient être distribuées en presse. Et ce qu'on appelle le pluralisme externe. Le pluralisme interne, c'est quand on considère qu'une ressource est limitée et que donc, il faut qu'il y ait une diversité d'opinions à l'intérieur d'une même chaîne. Alors, c'est ce qui touche, j'allais dire, ontologiquement et normalement, le service public. Oui. J'ai cette obligation, la chaîne que je dirige, Arte, a cette obligation-là, comme l'ont France Télévisions et Radio France, et c'est tout à fait normal. Il se trouve historiquement, juste pour replacer ça, qu'à un moment ou à un autre, les fréquences étaient une ressource rare et qui appartenait au public, à l'État. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Attendez. Et donc, à un moment donné, il y a eu un échange contractuel que l'ensemble des chaînes ont signé, les chaînes de la TNT aujourd'hui. J'ai une fréquence, contre cette fréquence, je m'engage au pluralisme interne. C'est-à-dire, je m'engage à donner accès à une diversité d'opinions sur mon antenne. C'est des choses qui existent dans de très nombreux pays et qui ne sont pas justifiées par un contrôle idéologique, mais simplement parce qu'une ressource est rare et on utilise un bien public. Un peu comme une autoroute qui dirait, moi, j'ai une concession sur un bien public, je laisse passer toutes les automobiles et je ne décide pas seulement de laisser passer telle ou telle marque. Évidemment, ce qui a changé depuis un certain temps, c'est que autrefois, j'allais dire, les images animées, seules quelques chaînes pouvaient en avoir, aujourd'hui une infinité. Mais il résulte encore qu'on a, si vous voulez dire, une espèce de moment où les TNT, c'est 26, 27, 28 canaux, pas plus. Et donc, c'est une ressource publique. Après, les images sur Internet, le CabSat et autres, effectivement, c'est une ressource quasiment illimitée, donc il n'y a pas cet engagement-là. Donc juste ce rappel technique-là. Après qu'à un moment donné,
la façon dont on applique la loi, les critères, moi je ne rentrerai pas là-dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne me semble pas du tout que si je regarde l'évolution de ces 30 dernières années, on ait un problème avec la liberté d'expression en France d'un point de vue audiovisuel. De plus en plus d'opinions, de plus en plus de tendances sont exprimées de point de vue audiovisuel, y compris dans le cadre du pluralisme interne. Vous voulez réagir oui, cette question du pluralisme interne, elle peut être interrogée. Elle est vraie, c'est vrai qu'elle est liée à un contexte historique. Une époque où il y avait 3 chaînes, on venait notamment d'en privatiser une, et le moment où le pouvoir finalement renonçait à cette chaîne, il s'est dit il faut quand même qu'on contrôle un peu ce qui s'y dit. Donc c'est quand même lié aussi à ce contexte-là. Aujourd'hui, à une époque où il y a 29 chaînes, on peut se dire effectivement que la question de la pluralité est représentée par la pluralité de ces chaînes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la loi, le pluralisme interne, donc la loi doit être respectée. Loi, voilà. Mais cette loi, ça n'empêche pas qu'on puisse s'interroger sur sa légitimité, qui est comme que de dire qu'après tout, ressources rares, elle est plus si rare que ça, et que, toute chose égale, on aurait pu dire aussi que la presse écrite utilisait un bien public qui était la voie publique parce que ces camionnettes utilisent la route, ou que ces kiosques sont implantés sur la voie publique. Si on file ça, et encore une fois, moi je ne rentrerai pas sur l'évaluation de la loi, mais ce que je veux dire, sur votre question, il me semble que l'importance aujourd'hui en termes d'information, parce qu'on a l'air de dire, le problème en France aujourd'hui, c'est le contrôle de l'information. Moi, pardon, je n'ai pas l'impression que ce soit notre problème. J'ai l'impression que le problème, c'est 2 choses qui sont, 1, sa marginalisation, c'est-à-dire le fait que l'information est de moins en moins importante dans la vie de ceux qui la reçoivent. Alors, la confiance, pourquoi, comment, ou la fatigue informationnelle dont on peut revenir, elle est de moins en moins importante, j'allais dire, dans notre espace sonore, textuel, peu importe comment on l'appelle, dans notre attention générale, dans notre économie de l'attention générale, et elle est de plus en plus compliquée à faire pour ceux qui la font. Et je ne pense pas qu'elle soit plus compliquée à faire d'un point de vue juridique, je pense qu'elle est aujourd'hui beaucoup plus compliquée à faire d'un point de vue économique. Et que je pense que là, il y a un débat aussi. Et donc moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que si vous voulez, le principal problème de l'information, c'est son poids et son rôle dans notre espace public. Et après, on peut quand même aussi se dire que quand même, on peut, à titre personnel, regretter sa relative polarisation. Mais ça fait partie de la liberté d'expression et des uns et des autres. Mais je pense qu'en revanche, sur sa marginalisation, on peut essayer d'agir. Dominique Régnier. Moi, je réagis juste, comme à la fois universitaire et citoyen, c'est-à-dire que on peut prendre la décision du Conseil d'État, on n'est pas obligé de rentrer dans la mécanique. On peut regarder ce que la société française est en train de devenir. Moi, ce qui m'a frappé, après la décision, c'est l'absence de réaction de la société française, en réalité. C'est-à-dire, il y a eu quelques papiers, quelques controverses faciles, immédiates, c'est comme ça. Mais monsieur, mais pas grand-chose. Cher Dominique, peut-être que l'ensemble de la société française n'a pas eu la même évaluation qui est la vôtre de la décision du Conseil d'État. Je finis mon propos. C'est-à-dire que pour la première fois, moi, ça me frappe beaucoup, on présente la possibilité d'identifier des individus a priori. C'est ce qui est énoncé, je veux dire. Non, c'est pas la décision du Conseil d'État, pardon. Cet énoncé-là n'a pas, je maintiens mon argument, n'a pas suscité l'opposition, la réaction, l'interrogation qui aurait dû, que ça aurait dû susciter, que ça aurait suscité dans des temps pas si reculés que ça, je dirais 25-30 ans. Et je m'interroge pour ma part sur quelque chose qui va avec d'autres éléments dans le sens d'une évolution de nos sociétés qui ne se rendent pas toujours compte qu'elles sont en train, dans des domaines très différents, ça se voit, qu'elles sont en train de fournir des instruments ou des principes d'instruments nouveaux pour un gain d'autorité du pouvoir présent ou futur, au même moment où la même société peut avoir le sentiment de se préoccuper de l'évolution de la démocratie. Je ne sais pas si mon argument est clair, mais on devrait être ultra vigilant là-dessus parce que nous avons une société qui évolue collectivement, historiquement. Nous évoluons vers des systèmes beaucoup plus autoritaires. En tout cas, c'est l'hypothèse que je ferais. C'est peut-être lent, plus visible ici, moins visible là. Et on devrait être ultra vigilant, défendre bec et ongle les points où nous sommes. Et je trouve que plutôt, ce que j'observe, c'est d'un côté une forme de désinvolture ou d'insensibilité, et de l'autre côté, l'idée que
on peut même en tirer un certain bénéfice. Parce qu'il y a aussi des forces politiques en France qui sont en difficulté, des sensibilités qui sont en difficulté, qui n'occupent pas le magistère qu'elles occupaient autrefois, historiquement et encore récemment. Et on peut avoir le sentiment qu'elles chercheraient à s'agripper à des dispositifs plus ou moins inspirés par des décisions d'institutions comme le Conseil d'État, des dispositifs qui permettraient de contingenter, en fait, les opinions qui sont disputées et qu'on ne peut pas politiquement contenir. Ça, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Alors, c'est vrai que nous verrons bien comment l'ARCOM applique cette règle du Conseil d'État et qu'on ne peut pas absolument le préjuger, qu'elle n'est pas explicite, mais il reste une part d'interprétation dans l'application de cette règle. Mais il n'en reste pas moins que, de façon préventive, l'ARCOM s'en était inquiété, puisque Roch-Olivier Maistre, le président de l'ARCOM, avant même que cette jurisprudence ait évolué, commençait à dire, mais non, il n'est pas question pour nous, heureusement, disait-il, de prendre en compte la nature des intervenants, journalistes, chroniqueurs, etc. Heureusement, nous n'avons pas à le faire, car ça ne se fait que dans les pays totalitaires. C'est comme ce qu'il avait dit, notamment devant les étudiants de Sciences Po. Donc, ça veut dire que potentiellement, je ne dis pas que c'est l'usage qu'en fera l'ARCOM, puisque précisément, il n'en a aucune envie de l'appliquer de cette façon-là. Mais enfin, il va quand même être tenu d'une façon ou d'une autre par l'arrêt du Conseil d'État. En tout cas, préventivement, il s'en inquiétait, ce qui veut dire que potentiellement, le risque d'un fichage, d'une assignation à identité idéologique, partisane, religieuse, culturelle des intervenants sur une chaîne de télévision est là, posé par cette décision. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter sur la question de la crise d'information. Et c'est celle de la désinformation, parce qu'on en parle beaucoup, ces dernières années. Il y a quelques semaines encore, on a appris qu'un vaste réseau de sites de désinformation russes a été mis au jour par les services français. Alors, est-ce que, je m'adresse à vous, Bruno Patinaud, qui avez beaucoup étudié la question des réseaux sociaux, de la submersion, est-ce que pour vous, la question de la désinformation, elle est centrale aujourd'hui dans cette crise des médias ? Moi, je pense que la question centrale, c'est la question de la confiance. Et là, en ça, tout en ayant des désaccords amicaux avec Dominique Régnier, mais des désaccords sur ce qu'il a dit, mais là où je crois en un point d'accord, c'est que je pense que la question dans notre espace démocratique de la confiance, dans les institutions, dans les médias, il y a une corrélation toujours très importante. Et je pense que c'est la question importante. Et je crois effectivement qu'au-delà de la désinformation, parce qu'à la limite, la désinformation, si j'ose dire, il y a la désinformation, la mésinformation, comme vous le savez. Et moi, je crois, si vous voulez, qu'il y a une double problématique. Alors d'abord, il y a la problématique quantitative que vous avez vous-même adressée, que moi j'ai tendance à adresser aussi dans le livre que vous avez mentionné, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été soumis à autant de messages de toute nature. Et qu'avec les intelligences artificielles génératives, ça a déjà commencé. On a les premières. Au moment où j'écris mon livre, je disais que c'était un risque. 4 mois plus tard, on a déjà des exemples qui sont étudiés, même étudiés par les universités américaines pour voir de deepfake. Alors, quand on dit Taylor Swift, c'est pas très grave. Vous avez vu ce robot conversationnel pour un candidat, certes marginal, à la présidence des États-Unis qui arrive. Vous avez les faux qui arrivent dans les campagnes électorales. Donc, on va vivre avec non seulement, j'allais dire, une désinformation classique, mais avec un tsunami de désinformation plus ou moins loufoque, plus ou moins sérieuse ou autre, qui ne vise pas à nous faire croire forcément à ce à quoi on voit, mais à saper toute confiance en tout message. Et je pense que c'est ça qu'on ne perçoit pas bien, toujours, le public, c'est-à-dire qu'on se dit, oui, il faut séparer le bon grain de l'ivraie, etc. Bien sûr qu'il faut le faire, mais savoir le faire. Mais avant toute chose, ce qui va se passer, c'est qu'on aura tellement de messages contradictoires tout le temps, on ne croira plus rien. Qu'on ne croira plus rien. Et moi, ce qui me préoccupe, comme à la fois essayiste et comme professionnel au service public, c'est de me dire comment nous, on peut être là, quelles que soient nos tendances politiques ou autres, ce n'est pas le problème, pour rétablir la confiance, et la confiance déjà dans une chose que nous partageons tous d'un point de vue professionnel, qui sont dans les faits. Il y a des choses qui sont factuelles et des choses qui ne le sont pas. Comment déjà, rien que sur cette petite chose-là, être d'accord sur un certain nombre de faits. Et je pense, et je termine pour pas trop parler, qu'on a été préparé à tout ça, par les réseaux sociaux évidemment, mais
Mais bon, les réseaux sociaux, pour des raisons économiques, d'économie de l'attention, j'ai écrit ça 1000 fois, ont tendance à propager de façon à accélérer et amplifier les messages les plus émotionnels possibles, et donc donnent une sorte de prime à la désinformation, parce qu'elle est souvent outrancière, loufoque, surprenante ou autre. Mais je pense que ce que ça a apporté de plus structurant et de plus compliqué, et qui est un défi pour nous tous, c'est l'absence de contexte. Juste 5 secondes là-dessus. À l'âge que j'ai, hélas, quand on me demandait, quand j'avais 15 ans, ce que c'est qu'une information, je répondais par une tautologie. C'est ce que je lis dans le journal, c'est ce que j'écoute au journal radiophonique, ou c'est ce que je regarde au journal télévisé le soir. Je répondais par le contexte. Et je me disais, ce contexte-là me dit que c'est une information. Les réseaux sociaux, toutes les plateformes sur lesquelles on est, nous ont tous préparés à un endroit sans contexte. Sur les réseaux sociaux, sur X, on appelait ça Twitter avant, c'était moins ridicule, ou sur d'autres, vous avez tout. Vous avez de l'information, de la désinformation, de la mésinformation, de l'humour, du sarcasme, de la haine, de tout ce que vous voulez, du second degré, du millième degré, tout ça. Tout ça est mélangé. Et on a beau donner à un moment donné la source de qui fait ça, c'est à nous, le public, qu'incombe la charge du contexte, et à nous qu'incombe le fait de se dire attention, ça doit être une information, ça c'est forcément de l'humour ou autre. Et donc cette absence de contexte, ce fait qu'on ait été en permanence soumis à des messages de plus en plus, j'allais dire, nombreux, dans des endroits de moins en moins contextualisés, eh bien pour moi, ça sape la confiance. Parce qu'une information, c'est quelque chose qui se définit de façon professionnelle, hein, c'est quelque chose qui est vérifié, indépendant, désintéressé, c'est-à-dire on publie, et surtout pour lequel on engage, comme il a été dit, sa responsabilité. Mais vous avez toutes sortes de messages sur ces choses-là, et donc ça a sapé d'une certaine façon les repères qu'on pouvait avoir. Est-ce que ce n'est pas une opportunité justement pour des médias comme le Figaro de rester des bastions de confiance justement pour le public? En tout cas, les médias traditionnels, type le Figaro, mais pas que le Figaro, doivent s'efforcer de mériter cette confiance. Mais c'est une lutte de tous les instants qui repose sur un certain nombre de procédures, de moyens mis en œuvre. Et puis à la fin, ce sont les lecteurs qui décident si oui ou non cette confiance, on la mérite ou on ne la mérite pas. Je rejoins grosso modo le diagnostic de Bruno Patino. Il me semble malgré tout que quand on met en avant le rôle potentiellement dangereux des réseaux sociaux, et pour plein de motifs, c'est vrai. Après, il faut peut-être remettre tout ça dans un contexte historique. Les fake news, les bêtises, les mensonges, les erreurs ne commencent pas avec les réseaux sociaux. Je veux dire, depuis les libelles sur Marie-Antoinette, les mazarinades, tout ça n'est pas absolument nouveau. Premier point. Deuxième point, et là je ne voudrais pas donner le sentiment de prêcher contre ma paroisse, mais je pense que la vérité oblige à le dire, la presse traditionnelle n'est pas exempte de tout péché. Et elle peut aussi commettre des erreurs, elle peut aussi dire des bêtises, elle peut aussi faire des fautes, sans remonter. Mais enfin, on peut quand même remonter jusque-là, à l'époque où, en une du Monde, Edoui Plenel, qui aujourd'hui nous donne tant de leçons, mettait en une du Monde le fait que Dominique Baudis avait torturé des enfants. Dominique Baudis en est mort, il faut quand même rappeler ça. Donc, la grande presse, mais il est arrivé au Figaro de commettre des erreurs, il est arrivé à tous les journaux de commettre des erreurs. Les mensonges de la guerre en Irak dans la presse américaine. Donc, comment dire, le mensonge, l'erreur, la désinformation ne puise pas son origine dans les réseaux sociaux. Et si j'osais dire, mais là vraiment je me fais l'avocat du diable, il me semble que parfois il arrive aussi que les réseaux sociaux aient des mérites et des vertus. On va être inversé, c'est marrant. Mais on se rejoindra ensuite sur notamment les périls que cette économie des plateformes fait courir aux médias traditionnels, aux médias d'information. Malgré tout, je continue de croire aux vertus des médias traditionnels d'information. Mais malgré tout, la vérité, si on veut être dans la vérité, oblige à dire qu'il arrive qu'un certain nombre de vérités, de réalités adviennent à travers les réseaux sociaux. Je pense... une affaire tout bête, l'histoire du Stade de France, la finale Royaume-Uni-Espagne, où le pouvoir, le ministre de l'Intérieur nous dit « les supporters anglais ont attaqué ». Et l'idée commence à se répandre que les supporters anglais vraiment sont très très méchants. Comment la réalité va venir au jour? Parce que les images filmés par des gens sur les réseaux sociaux, on dit bah non, ce ne sont pas vraiment anglais, là, les gens qui attaquent les spectateurs. Donc ça, c'est, je pense, dans un genre qui est sur une thématique assez voisine. Il y a quelques années,
2016, l'affaire de Cologne, à la gare de Cologne, un jour de l'an, où des dizaines, je crois même des centaines de femmes sont agressées violemment, violées. La grande presse, la presse traditionnelle, en Allemagne, n'en parle pas. Et petit à petit, cette réalité-là va advenir au grand jour à travers les réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de dire que rien n'est mieux que les réseaux sociaux. Je suis en train de dire qu'il faut être vis-à-vis de ces questions de vérité, erreur, fake news, bon média, mauvais média, qui dit le vrai, qui dit le faux, d'une extraordinaire prudence, d'une extraordinaire précaution, que malgré tout, la lutte légitime contre les fake news et contre la désinformation, vous parliez de la Russie, etc., ne doit jamais, jamais faire passer au second plan le principe essentiel, pour moi, et je crois pour la démocratie, qui est celui de la liberté d'expression. Bruno Patino, vous vouliez répondre? Oui, parce que je ne pense pas que j'étais dans l'approche, surtout moi, qui suis plutôt technophile, à cette table, de dire les réseaux sociaux c'est mal. On y est, nous y sommes, je travaille dessus depuis très longtemps, et bien sûr, la force du témoignage du réseau. Moi, je pense que le réseau, c'est très bien. Malgré tout, je pense que l'économie de la donnée, par rapport aux deux choses que vous avez dit, a deux conséquences. Par rapport à ça, bien sûr que les libelles, les mensonges, etc. Et in fine, je m'amuse toujours à dire que 40 ans après l'invention de l'imprimerie, on serait sans doute en train de se dire que l'imprimerie est une invention épouvantable parce que les libelles, et regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, et regardez en France ce qui est en train de se passer, etc. Donc nous sommes entièrement d'accord. Mais, et vraiment ça, ce que je voulais dire juste, c'est que ce sont des instruments à cause de leur modèle économique, non pas à cause de leur modèle en réseau, mais à cause de leur modèle économique, ce sont des instruments d'amplification et d'accélération. Je n'ai pas dit qu'ils avaient créé la désinformation ou le mensonge. Ce sont des instruments qui accélèrent et amplifient pour des raisons économiques de rentabilité publicitaire. La deuxième chose, la différence quand des journaux peuvent se tromper, des chaînes de télévision peuvent se tromper et des médias peuvent se tromper, je reviens au mot que vous avez vous-même utilisé et que j'ai réutilisé après, c'est qu'au moins, quand on se trompe, nous sommes responsables de cette erreur. Je suis 100% d'accord. Voilà. Et même identifiable. Et même identifiable. Alors, identifiable, certes, et responsable. Et ça fait une différence qui n'est, de mon point de vue, pas mince. Elle est centrale, elle est essentielle, pardon Dominique. Mais juste, je voudrais insister sur ce point-là. Le régime de la responsabilité est évidemment le corollaire de la liberté, est au centre du modèle de la presse traditionnelle. 1881, que vous avez vous-même cité. Aujourd'hui, il faut être très clair, si le Figaro publie des centaines d'articles par jour et des dizaines de milliers de commentaires d'internautes par jour. Si un de ces commentaires est antisémite, homophobe, discriminatoire, est un appel à la haine, le directeur de la publication, qui n'est pas moi, qui est Marc Feuillet, le directeur général de l'entreprise, est responsable personnellement et pénalement de ce commentaire. C'est l'immense différence avec les réseaux sociaux. Tout ce qui est écrit, la moindre ligne écrite sur un site, et évidemment du journal papier du Figaro, il y a toujours un responsable qu'on peut amener devant les tribunaux et lui demander justice de ce qui a été dit ou écrit. Les réseaux sociaux, c'est l'inverse, personne n'est responsable de rien, puisque les réseaux sociaux sont des tuyaux, se prétendent en tout cas être des tuyaux, et ce qui passe, on ne sait pas. Et aujourd'hui, bien malin qui pourrait dire qui est responsable d'un contenu qui est diffusé sur X, sur Google, sur Facebook, etc. Alors là, on est absolument d'accord sur Sinon, Elon Musk risque de passer sa vie au tribunal, parce que tout ce qui est publié sur X. Dominique Régnier, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit? Oui, enfin, une contribution qui est que... Juste une petite remarque historique, quand l'imprimerie a été inventée, il y a eu deux réactions parallèles tout à fait amusantes. D'un côté, l'Église a dit « c'est une horreur, sauf si nous en avons le monopole ». Et de l'autre côté, l'État a dit « c'est impossible, sauf si nous en avons le monopole ». Donc, les deux ont bien vu que ça avait une puissance formidable, mais qu'il fallait que personne ne s'en serve. Voilà. Moi, ce qui me frappe, le sujet est colossal, je dirais que les réseaux sociaux, la numérisation du monde, j'ai vécu ça et je continue à y voir quelque chose de encore potentiellement merveilleux, en fait. Une puissance inouïe. Mais potentiellement, je suis impressionné. Jamais autant d'humains n'ont pu s'exprimer aussi simplement. C'est, d'une certaine manière,
la certitude qu'il y a là-dedans une bonne nouvelle, même si elle peut dégénérer. Parce que ce que j'ajoute maintenant, c'est qu'en l'état actuel de leur fonctionnement, je considère que, pour ma part, c'est antinomique, contradictoire, avec les réquisites de la démocratie, qui suppose un débat éclairé, un débat pacifié, sans se faire d'illusions extrêmes sur les Lumières ni sur la bienveillance universelle. On ne peut pas avoir une démocratie représentative, et il n'y aura que ça, on ne peut pas avoir de démocratie directe, on ne peut pas avoir une démocratie représentative si les citoyens ne sont pas informés, formés, pour discuter d'une manière ou d'une autre, quel que soit le mot, délibéré, contrôlé, et ceci n'est pas possible dans le régime actuel de l'usage des réseaux sociaux. On a parlé de leur irresponsabilité, c'est très lié à l'anonymat, et je ne vois pas, peut-être sans doute par incompétence ou imagination limitée ou connaissance limitée, je le dis sans feindre quoi que ce soit, parce qu'il y a des choses qui se passent que j'ignore dans ce domaine techniquement, mais je ne vois pas comment on peut se dérober à la règle qui avait rendu la loi de 1881 possible et tout ce qui a suivi ensuite. Le grand moment de notre démocratie, en réalité, il a un peu plus de 100 ans, mais pas tellement plus. Et c'est peut-être en train de se terminer. Moi, c'est ce que je pense. Et qu'une des causes de ce déclin rapide, ce sont les réseaux sociaux et c'est la numérisation de l'espace public. Nous avions retour des foules, vous avez dit dans un article. Voilà, nous avions, dans un commentaire, j'ai fait ce retour moi-même sur des auteurs qui me sont chers. Au fond, la grande théorisation de la pacification ultime à la fin du XIXe siècle, c'est de comprendre qu'on rentre dans l'âge de la télécommunication, la communication à distance, et que la presse, la radio, le téléphone, à l'époque, c'est cela. Ça va permettre de discuter universellement sans que les corps et les passions soient présentes dans l'arène. Donc que les foules vont disparaître au profit des publics. C'est la grande idée de la fin du XIXe siècle. Et même s'il y a des contre-exemples massifs, puisqu'après c'est l'âge des totalitarismes, etc., malgré tout, il y a une pacification qu'on a vécue, qui est extraordinaire, et on est devenus très nombreux à voter, à discuter, et ça s'est très bien passé. Eh bien, maintenant, les foules sont de retour, parce que ce qu'a montré le Capitole le 6 janvier 2021, ce qu'a montré le Capitole, c'est que ça fabrique des foules réelles, les réseaux sociaux. Ça ne fabrique pas que des foules numériques. Il y a vraiment des gens dans la rue qui vont casser la figure à d'autres personnes, on a vu, moi j'ai vu, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, à Sydney, des manifestants scander « on va gazer les Juifs ». Ce sont des foules réelles, fournies par les réseaux sociaux. Et donc cette espèce de retour-là, nous n'y résisterons pas si nous ne savons pas apporter la bonne réponse. Ça emportera nos démocraties qui deviendront des régimes populistes, autoritaires, extraordinairement violents, inévitablement de mon point de vue. Vous voulez réagir ou Non, je voulais juste Bruno Patino, vous vouliez juste réagir à une... Non, d'abord, évidemment, sur les prérequisites, si j'ose dire, de la démocratie, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais peut-être donner une petite... Moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette numérisation, que moi j'ai accueillie très, très favorablement, elle joue en fait sur deux forces contradictoires. Et c'est pour ça qu'on ne sait jamais quoi en penser. Et si on les dissocie, moi j'ai l'impression qu'il y a deux effets, en fait. Il y a d'une part le réseau universel. Et le réseau universel, c'est une utopie ancienne, 12e siècle, 13e siècle, utopie qu'on voit chez Teilhard de Chardin, qui est effectivement mettre en interconnexion à un moment donné l'information, la connaissance, le savoir, les gens, etc. Et donc cette utopie-là, cette présence-là, on voit que c'est porteur de quelque chose de très important, y compris, j'allais dire, dans la gestion, non pas des foules ou du peuple, mais de la multitude. Et puis de l'autre, il y a l'économie de la donnée. Et l'économie de la donnée, ça fragmente en permanence. Ça fragmente et ça émotionnalise en permanence. Et je pense qu'on est dans ces deux forces-là contradictoires, une force de rassemblement, le réseau, une force de fragmentation permanente qu'est l'économie de la donnée, et qu'en ce moment, oui, depuis 2006, on peut le dater, l'économie de la donnée a pris le pouvoir sur le réseau. Et ce qu'on vit là en ce moment, c'est ce moment-là. Et justement, je voudrais qu'on termine sur la question de l'économie, parce que elle me paraît majeure, puisque comment les médias traditionnels vont-ils survivre économiquement face aux GAFAM? Et je voudrais vous faire réagir à ce titre d'un article du New Yorker paru il y a une dizaine de jours, une enquête au titre assez anxiogène qui disait « Les médias sont-ils à l'aube d'une extinction de masse ?» Ils ont souligné qu'aux États-Unis, les licenciements s'enchaînent dans les médias traditionnels. Alors, il y avait eu un rebond
sous l'ère Donald Trump. Les médias ont pu dire merci à Trump parce qu'ils avaient obtenu davantage d'abonnés. Et puis là, il y a à nouveau un énorme creux. Et le New Yorker, évidemment, parlait des nouveaux défis posés par le numérique. Alors, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que le vrai danger qui menace les médias aujourd'hui, au-delà des informations, au-delà du pluralisme, au-delà de l'idéologie, c'est pas tout simplement le modèle économique des GAFAM qui est en train de tuer la rente médiatique qui existait le modèle économique qui existait depuis le XXe siècle. Je suis 100% d'accord avec cette analyse. C'est vrai que quand on parle de médias, on a tendance à regarder la ligne politique, l'idéologie, toutes ces questions sur lesquelles on s'est un peu... on n'était pas absolument d'accord au début. Mais le point central, aujourd'hui, me semble-t-il, c'est l'immense danger que courent économique que courent aujourd'hui les médias traditionnels du point de vue du déploiement de ces plateformes numériques. On parle beaucoup d'indépendance des médias. Mais qu'est-ce que c'est qu'un média indépendant ? C'est un média rentable. Je ne dis même pas qu'il gagne de l'argent, mais en tout cas qu'il n'en perde pas. Le seul moyen pour un média de pouvoir répondre quelque chose à son actionnaire, aux publicitaires, au pouvoir public, de pouvoir dire non, de pouvoir s'affirmer, c'est de ne pas être dépendant financièrement. Or, le système qui est en train de se déployer autour des plateformes est un système absolument... la disproportion de moyens était inimaginable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias traditionnels, c'est vrai depuis déjà plusieurs années pour la presse écrite, et la télévision, maintenant, elle commence à être affectée par ça, est, dans une certaine mesure, dans les mains des plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Google change son algorithme, en 8 jours, l'audience de certain nombre de médias peut s'effondrer. Si Google, demain, et ils sont en train de le faire, décide de dire, bon, finalement, les médias, on n'en a plus besoin, ils vont disparaître dans la 2e, la 3e page, la 4e page de nos recherches, les médias vont perdre tous 40% de leurs visiteurs sur Internet. Quand, en Australie, Facebook puis Instagram décident de dire non, les médias, on n'en a plus besoin. Mais les médias n'ont plus accès à leur public à travers ces plateformes. Or, aujourd'hui, ces plateformes sont un des moyens essentiels d'accès au public des médias. S'il n'y a plus les plateformes, c'est très compliqué. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, les médias sont extraordinairement dépendants. Et l'attente qu'on peut avoir, puisque nous avons la chance d'avoir le président des États généraux de l'information, c'est que dans cette réflexion collective, nous allions au-delà des questions de ligne politique, de les méchants actionnaires, oulala, Vincent Bolloré qui n'est pas bien, ou ça, et qu'on se pose ces questions-là qui sont des questions centrales, et qu'on se dise comment peut-on faire pour que les plateformes soient peut-être obligées. Vous parliez de la loi Bichet, qui a finalement, dans une certaine mesure, obligé les marchands de journaux à diffuser l'ensemble des titres de presse pour que la pluralité des opinions soit représentée. Comment demain faire en sorte pour que les plateformes, au lieu de faire comme aujourd'hui, de nous exclure et de faire disparaître les médias de leur offre pour uniquement des petites vidéos genre TikTok, comment faire en sorte que demain les plateformes soient conduites à présenter l'ensemble, à côté de leurs petites vidéos, on ne va pas les en empêcher, mais en tout cas l'ensemble des contenus des médias traditionnels pour qu'il y ait au moins un peu d'information, un peu de, si possible, bonne information sur Google, Facebook, Instagram, TikTok, etc. etc. C'est une des questions centrales qui, je pense, on a réglé. Mais dans le cadre de l'économie de l'attention que vous avez beaucoup étudié, est-ce que l'information a toujours un prix valable ? Est-ce qu'elle n'est pas justement devenue, elle n'est pas dévaluée par rapport à d'autres contenus ? Écoutez, moi, évidemment, sur bien des points, je suis en accord avec ce qui vient d'être dit. Je vais juste le tourner un peu différemment. Ce qui m'importe, moi, et peut-être que je vais apporter cette pierre-là aux États généraux de l'information, mais c'est un procédé collectif. Il y a 52 personnes qui y travaillent, il y a des dizaines, des centaines de personnes qui sont auditionnées, et vraiment, c'est un processus collectif. Mais il est évident que le modèle économique de l'information est un des cœurs de la réflexion, c'est évident. C'est-à-dire, si on se place dans l'histoire, on ne va pas refaire toute l'histoire ici, mais ça a toujours été compliqué, le modèle économique de l'information. Il y a eu, à un moment donné, une sorte de miracle, de parenthèse enchantée, on va dire, entre 1920 et 2000, on va dire ça comme ça, où, parce que la publicité avait besoin des supports de médias traditionnels, il y avait ce qu'on appelle un marché biface, et ça a fait vivre l'information. Mais l'information, ça a une utilité individuelle, ça a une utilité collective. Ça a toujours été très compliqué de trouver le modèle économique de l'information. Il n'a jamais été aussi menacé qu'aujourd'hui. Ça, oui. Et là, c'est là où je me rejoins, c'est qu'il est absolument central aujourd'hui de
trouver des pistes pour rétablir la sustainability, comme diraient nos Anglais, la soutenabilité du modèle économique de l'information. Il peut y avoir des médias sans information, même aujourd'hui avec les plateformes ou autres. C'est pas le problème des États généraux de l'information. C'est pas non plus leur, c'est pas leur objet, c'est ça que je veux dire. Mais en revanche, des médias qui font de l'information, des sites d'information, pas seulement des médias classiques, des sites d'information, des gens qui vivent de l'information, les journalistes même. Je veux dire, comment vivre de son métier quand on produit de l'information, comment vivre de son activité quand son activité est de l'information, et comment juste être vu et avoir, j'allais dire, une contrepartie économique au fait qu'on est vu par le public. Évidemment que c'est au cœur des réflexions. Vous avez des idées Dominique Régnier, est-ce qu'il faut que l'Europe et la France tordent le bras des GAFAM, et est-ce qu'on n'est pas dans le rôle toujours du contrôleur plutôt que celui qui produit véritablement ces plateformes? Il me semble, oui, que nous sommes dans ce rôle-là, qui n'est pas exactement un mauvais rôle, mais un rôle insuffisant. Je ne suis pas sûr d'ailleurs, parce qu'encore une fois, il y a des dimensions techniques qui m'échappent. Je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens, qu'on puisse imaginer des dispositifs qui parviendraient à nous ramener à l'âge précédent où nous pouvions imputer une opinion, où nous pouvions être sûrs que celui qui dit quelque chose de répréhensible sera puni. Mais j'ajouterais que dans ce que vous avez dit, Denis Bastier, l'hypothèse d'un effondrement des médias traditionnels, parce que vous l'avez énoncé, ça reprenait le titre de New Yorker, c'est à mettre à côté de l'effondrement déjà accompli des partis politiques. Tout à fait. À mettre à côté de l'effondrement déjà accompli de toute une série de structures qui ont pour mission, exactement, d'intermédiaire, etc. Il n'est pas envisageable, ou alors il faut qu'on nous dise par quel miracle, il n'est pas envisageable que nos sociétés restent pacifiques, je le redis, c'est un peu mon obsession, mais pacifiques et civilisées, telles que nous sommes, je dirais, si nous n'avons pas ces systèmes de médiation et de représentation, dans quoi il y a bien sûr aussi les élus, évidemment, naturellement, hein, mais tout cela est en train de s'effondrer. Si nous sommes dans une espèce d'univers liquéfié, sans structure de représentation, d'adhésion, de ralliement, c'est quelque chose de sans précédent qui se produirait. Donc ça va peut-être se produire. Moi, je trouve que ça en prend le chemin, mais on peut imaginer que nous allons trouver ensemble, à un moment donné, une réaction collective, mais qui doit être, alors là, vraiment d'ampleur, je dirais, transnationale, parce qu'il est assez évident qu'on ne peut pas, dans notre coin, nous seuls, y répondre. Justement, il me semble qu'on peut, enfin, s'il y a une prise de conscience et une volonté politique, on peut imposer, même si les GAFAM sont des géants, parfois et souvent plus puissants que des États, on peut imposer un certain nombre de règles. Ça s'est vu, certains pays le font. Nous-mêmes, on l'a fait, par exemple, avec la question des droits voisins, en disant aux GAFAM, vous allez utiliser les contenus des journaux ou des sites de presse ou d'information, maintenant, il faut les rémunérer. Donc on peut, encore faut-il maintenant que ces lois soient respectées. Il faut mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes quand ils refusent de les appliquer. Mais on ne peut pas non. Enfin, il me semble que ce serait désolant de baisser les bras, de se dire il n'y a plus rien à faire. Moi j'ai juste une interrogation sur la possibilité, mais encore une fois c'est une question, je ne prétendais pas savoir ça, mais la possibilité d'imputer rapidement à une identité authentique un poste qui est répréhensible. Alors, on peut imaginer qu'une forme d'anonymat est préservée. C'est une proposition qu'a fait le Conseil d'État dans un de ses rapports antérieurs. C'est un rapport qui est une bonne idée, c'est-à-dire des systèmes qui préservent l'anonymat avec une espèce de protection première pour qu'on puisse s'exprimer et dire alerte, alerte, on me veut du mal, ça existe on me fait déjà, du mal. Pardon ? Ça existe déjà. C'est du pseudonymat qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est pas de l'anonymat. Mais est-ce qu'il faudrait lever l'anonymat? Attendez, la difficulté pour avoir l'identité de quelqu'un qui vous menace de mort aujourd'hui est considérable. Ça oui, mais c'est pas normal. Mais c'est pas parce que il est impossible pour la plateforme d'avoir l'identité. Non, c'est parce qu'il est impossible pour le juge français d'obtenir de la plateforme. Moi je parle de ça. Est-ce que la question c'est d'avoir l'identité de la personne qui profère la menace ou l'identité de la plateforme qui dit je ne suis pas un média, mais qui porte à la connaissance du public un certain nombre d'informations, et de la personne qui a diffusé cette information. Dans le modèle classique que nous apprécions, c'est les deux.
Oui, mais il me semble qu'aujourd'hui, si on aurait un référent juridique qu'on puisse convoquer pour Google, pour X, pour Instagram, pour TikTok, ça serait déjà un très grand progrès. Bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, la règle qui prévaut, qui dit mais nous ne sommes pas responsables de ce qui passe dans nos tuyaux, puisque d'ailleurs nous ne le voyons même pas. Donc c'est effectivement l'auteur du contenu. Celui-là, avant de le trouver, il faut des siècles et des siècles. Peut-être un dernier mot, Bruno Patino, pour vous, la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux, ce ne serait pas un premier pas pour... Pour moi, ce n'est pas le problème. Pourquoi ce n'est pas le problème? Non, parce que d'abord, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, quand on a un contenu illicite, beaucoup de progrès ont été faits, et avec les encadrements européens, DMA et DSA, ça se fait. Aujourd'hui, ce qui nous pourrit souvent la vie, alors je ne dis pas sur les menaces de mort, c'est les contenus préjudiciables. Et ça, c'est beaucoup plus complexe d'un point de vue juridique. Donc, je ne vais pas rouvrir toute une boîte de Pandore ici, mais je ne pense pas que ce soit le cœur des choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, hein, évidemment, mais je ne pense pas que ce soit le cœur. Le cœur, c'est d'obtenir une réaction rapide, en réalité. Mais dans la réalité, toute plateforme aujourd'hui sait à peu près qui a posté ça. Et encore une fois, attendez-vous avec l'IA générative au fait que l'identité de la personne n'aura plus aucune importance, puisque ce sera un robot, une mécanique qui aura été mise en place quelque part et qu'il en existera des millions et des millions et des millions. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le pseudonymat ou l'anonymat. Le robot ne peut pas être, je dirais, le prétexte à publier des opinions. Vous avez prononcé. Mais je n'ai pas dit ça. Non, je sais bien, mais c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Non, mais je veux dire, c'est multiplier les comptes. C'est vrai que l'IA va multiplier par 10 tous les problèmes, ou par 1000, ou par 10 000, tous les problèmes qu'on vient d'évoquer. Peut-être qu'un jour, les robots sont convoqués au tribunal pour répondre de leurs propos. Nous verrons. En attendant, merci beaucoup pour cette discussion animée et passionnante. Merci à tous d'avoir regardé le Club Figaroïdé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mes invités seront Pierre Manant et Frédéric Worms. Nous parlerons de la fin de vie.